Bonjour à tous, c'est Inter, c'est Action, c'est Interaction, chaque vendredi, 12h30. Le plaisir de se retrouver ensemble pour une émission directe sur Facebook en live et la possibilité pour vous de poser toutes vos questions à nos invités, en l'occurrence Agnès Delors, Bonjour, notre Thomas. gérante. Bonjour Agnès, Paul Choix, notre économiste. Bonjour, Bonjour. Paul et Hubert Tassin, notre Bonjour. analyste. Bonjour Hubert. On attaque tout de suite par un petit tour d'horizon de l'actualité. Bon, commençons par l'actualité du jour. Moins 2% presque sur le CAC à l'heure où on se parle, un peu plus tard que midi et demi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Sur la semaine, bon, écoutez, on réagit un peu à un rallye. On a passé, si on se met sur le CAC 40, on a passé 4400 le 23 mai. On est plutôt en train de se stabiliser. Alors, ça paraît curieux, puisque cette semaine, pour moi, il y a des phénomènes très importants. Le Standard & Poor's 500 est à son cours record. Donc ça, on va peut-être en parler, c'est la conférence de Mme Yellen et c'est l'économie américaine en général. Le Bund allemand est à 0. Vous prêtez à 10% à l'État allemand Sur à 0. 10 ans. À 10 ans, 0,03. Donc vous espérez dans 10 ans récupérer 0, enfin la même chose. Et dans le même temps, on paye pour prêter. Oui, on paye pour prêter. C'est-à-dire on préfère être sûr de perdre que de prendre un risque sur un actif, qui paraît extraordinaire, c'est ça s'appelle marcher sur la tête. Et la troisième chose, c'est le couple dollar-pétrole. Alors, ce qui fait baisser, c'est que le pétrole a un peu reculé, mais le pétrole est au-dessus de $51 le baril, c'est quand même très bien. Et donc, le couple dollar-pétrole ne va pas dans le sens qui était prévu, c'est-à-dire que le dollar ne va pas dans le sens de la hausse, et le pétrole se stabilise. Et la quatrième chose, c'est que Hillary Clinton va se retrouver face à Donald Trump pour les élections américaines. C'est pour ça qu'on a fait un petit focus dans le titre sur Donald Trump, l'anti-Reagan, selon Paul. Tout à fait. Vous nous expliquerez cela. Bon, on commence dans l'ordre. Déjà, sur cette semaine niveau record Standard & Poor's, bon, aux États-Unis, tout va bien ? En fait, je crois que la mauvaise semaine qu'on vient de passer, c'est essentiellement la conséquence d'un chiffre qui a déçu vendredi après-midi sur le chômage. On s'est dit, chômage américain, est-ce que la croissance américaine est solide, est-ce qu'elle est stable ? Alors il y avait un mauvais chiffre de chômage, il y avait en revanche des augmentations de salaire finalement même dans les secteurs manufacturiers, donc on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On est à un niveau record, Hubert le rappelle, au plus haut, enfin ou quasiment sur le Standard & Poor's. Mais la décision qui n'est pas prise ou qui est retardée, c'est celle de la hausse des taux. Et le cœur du sujet, c'est est-ce que Mme Yellen, est-ce que la Banque centrale américaine va pouvoir poser une deuxième hausse des taux ? Et la réponse est sans doute non. C'est ce qui maintient cet indice Elle est non pour sous oxygène, en fait. Elle est non aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas que la semaine prochaine, 8 jours avant le référendum au Royaume-Uni, la fédérale monte les taux. Alors ensuite, est-ce qu'elle va les monter durant l'été, c'est-à-dire en juillet ou en septembre ? Votre pronostic Moi, je pense que les taux peuvent être montés, l'économie tourne bien. Juillet, septembre ? Moi, je parierais plutôt pour juillet pour s'éloigner justement du scrutin présidentiel. Je ne sais pas si elle peut remonter les taux. Franchement, parce Est-ce qu'elle le doit surtout ? Est-ce qu'elle le doit ? Surtout comme on est sur une élection, on arrive, elle ne fera pas en juillet, et puis encore plus, il y a Brexit, donc les marchés vont être fortement perturbés. Donc, et puis, la question qui se pose actuellement sur les marchés, on voit un ralentissement de la croissance mondiale, on voit surtout un ralentissement de la croissance américaine, et la grande question, donc les rendements obligataires qui sont au plus bas, et la grande question, c'est un manque de confiance. Est-ce que Janet Yellen n'a pas berné les marchés et fait miroiter une croissance qui n'existe pas ? Alors, elle a dit le contraire cette semaine. Elle a dit le chômage est une erreur statistique, ou c'est un aléa statistique, je ne sais plus ce qu'elle a dit, mais... Ouais, pour moi, la question n'est pas est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle ne peut pas, est-ce qu'elle fera ou est-ce qu'elle ne fera pas. Finalement, si elle veut être crédible, il va falloir monter les taux. Parce que sinon, ça voudrait dire que tout ce qui a été fait ne sert à rien. Et je pense qu'on est au début d'une bascule d'un cycle de 30 ans. Donc c'est compliqué, ça nécessite beaucoup de volatilité. Et moi, je vois presque une bonne nouvelle, mais le marché ne le verra pas nécessairement comme tel. Si on met 9 mois entre deux hausses des taux, et qu'on ne les monte que de 25 décembre-septembre. Voilà, de décembre à septembre. Et qu'on ne les monte que de 25 points de base à chaque fois, ça veut dire qu'on a posé un nouveau rythme qui finalement est très différent des précédents, puisqu'on est habitué à monter de 300 points de base en 18 mois. Là, on rentre dans de la croissance molle. Mais en quoi ça serait une bonne nouvelle ?
Bien, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que déjà, ça veut dire qu'on aura... En fait, je vous ai amené un graphe pour essayer de synthétiser l'idée. On va voir le graphe. C'est le troisième, c'est celui-là. Celui-ci. Allez, je l'envoie. Tac. Finalement, quand on est dans une période où les taux doivent baisser, c'est la situation dans laquelle on a été quand M. Reagan et Mme Thatcher ont été élus. On avait des taux très élevés et on voulait que l'inflation baisse, on voulait que les taux baissent. À chaque fois qu'on remontait les taux, finalement, ça créait un embarras. Mais au final, on savait que c'était pour un mieux, puisqu'on aurait des taux plus bas et on aurait des plus-values latentes qui seraient générées. Et ça permettait aux États de se financer beaucoup moins cher. Ça a favorisé de l'effet de levier, ça a été très positif. Là, on est dans un cycle qui est totalement opposé, puisqu'en fait, on sait qu'on part de zéro. Du deleveraging. Et on est dans un cycle de deleveraging. Ce qui veut dire que si on applique les mêmes méthodes, en fait, on casse le système. Donc, il faut appliquer des méthodes inverses. Beaucoup plus lentes. Mais très lentes. Oui, voilà. Ça, je crois que c'est la clé du sujet. Et finalement, ce que cherche à nous expliquer Mme Yellen, c'est qu'elle l'a bien compris. Et c'est pour ça que, en fait, cette, je ne sais pas si on peut dire une prémonition, ou en tout cas cette intuition qu'un Trump serait un anti-Reagan correspond aussi à cette période financière. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a été dans une période monétariste ou d'économie de l'offre. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à une économie de type plus keynésienne, finalement. Oui, alors, et une économie de la demande. Avec des sorties de crise extrêmement progressives. Et surtout, c'est un de nos thèmes, c'est cette convergence de la croissance européenne et américaine. C'est ça le grand thème. Et ça, c'est les graphiques que vous nous avez apportés. Alors, sur les graphiques que j'ai apportés, c'est que je voudrais soutenir un peu le président de la République. Ça va mieux. Voilà. Bon, non. Alors donc, ce sont les surprises positives ou mitigées à chaque publication économique. Et on voit donc la courbe. Les graphiques d'Amundi. Hein. C'est des graphiques qui viennent d'Amundi, qui d'ailleurs recommande pas mal de pays émergents à partir de ce genre d'analyse. Ce qu'on voit, c'est que ça s'améliore très fortement en zone euro, récemment, c'est le bleu clair. Ça s'est amélioré aux États-Unis. Bon, sans surprise, en haut à droite, ça va pas bien au Royaume-Uni. Et un peu plus surprenant, ça va bien au Japon. Mais alors la slide suivante, elle résume bien l'affaire, parce que c'est ce qu'ils appellent le G10 chez Amundi. On voit bien que les surprises, elles ont été négatives finalement depuis un paquet de temps, puisque, disons, depuis l'été 2015, on n'a eu que des surprises négatives. Et là, on est dans un cycle de surprises positives. Donc les surprises positives, elles sont en Europe, mais elles sont aussi aux États-Unis, et assez paradoxalement, avec cette conséquence de convergence des économies, qui se traduit par, finalement, une stabilisation du dollar et de l'euro dans des niveaux qu'on estimait un peu élevés pour l'euro, et puis cette économie basée sur les taux très très faibles, et ça va durer un moment. On révise sans arrêt la croissance mondiale, mais c'est pas non plus le drame du siècle. On est entre 2,5 et 3. Je sais que 2,5 c'est considéré comme important pour la bourse, mais on n'est pas là. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on sort d'une période de taux bas prolongée? On voit le Japon qui n'est toujours pas sorti. La dernière fois, ça a pris un peu plus de 100 ans. C'est la guerre de 100 ans que vous nous annoncez à nouveau. C'est le franc germinal. Il y a eu très très peu. Il y a eu des périodes de taux bas de 30, de 40 ans au 19e siècle. Moi, je pense qu'on peut sortir d'une période de taux bas. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de réapprendre ce que c'est que des taux réels et des taux réels négatifs. La problématique, c'est de recréer un tout petit peu d'inflation. Et la donnée qui était intéressante dans les chiffres qui ont été publiés sur le chômage vendredi dernier, c'est que les salaires augmentaient quand même. Ce qui veut dire que ça donne de la possibilité de consommer un peu plus aux consommateurs américains. Voilà donc pour le chapitre macro. On enchaîne tout de suite avec les grands indicateurs. Donc des indicateurs qui commencent avec notre tableau de bord et les feux, des feux qui ne bougent pas beaucoup. Oui, mais un peu dans le bon sens, un feu vert, momentum macroéconomique. C'est celui dont on vient de parler finalement. C'est les surprises économiques. C'est les surprises économiques qu'on retrouve là. Effectivement, on passe dans le vert, c'est une amélioration. Donc aujourd'hui, 2 points d'interrogation, c'est la dynamique des résultats, la partie microéconomique. Et puis, c'est le stress de refinancement, c'est-à-dire la politique de la Fed, la capacité ou non à retirer de la liquidité. Alors ça, c'est le deuxième graphique. Voilà. Et j'ai voulu justement regarder plus en détail ce graphique pour revenir sur ce qu'il signifie.
Il signifie qu'en fait, il y a un retrait de la liquidité, c'est-à-dire une réduction de ce qu'on appelle les rémérés ou repurchase agreements aux États-Unis, ce qui veut dire qu'en fait, il y a moins d'effet de levier dans le système bancaire aussi. C'est aussi ce que ça... C'est ce qu'on a demandé aux banques. C'est ce qu'on leur demande. Dans la crise, on leur a même imposé. Demander, c'est poli. Il y a toujours une crainte quand on a un retrait de la liquidité, c'est que finalement, ça ressorte par un petit accident sur les marchés, quelque part, souvent chez les émergents. Parce que la mer se découvre, on voit les rochers. Et c'est une des raisons pour lesquelles la hausse des taux peut être que très progressive, puisque un des grands, je sais bien que la Réserve fédérale ne s'intéresse qu'à son pays, le dollar et votre problème c'est la monnaie, mais elle ne peut pas mettre le sou complètement dans le financement des pays. Et d'ailleurs le graphe est intéressant, puisqu'en fait on voit bien qu'avant 2008, on avait une forme de dynamique, et depuis la crise, on a beaucoup plus d'amplitude et beaucoup plus de volatilité. Allez, on reste en mode 3, météo inchangé pour ce qui est donc de cette dimension. Et on va enchaîner tout de suite avec notre troisième partie. Elle concerne les performances. Agnès, un commentaire sur celle-ci? Alors on voit bien que sur la semaine donc, a été fortement pénalisé Vivendi et les financières notamment. Vivendi, c'est surtout, on se pose, elle a été dégradée. Il y a une question de modèle. Il y a une question de modèle, oui, tout à fait. À partir du moment où tout était dans le paiement et le sportif avec le deal avec Bwin, à partir du moment où on remet en question ce modèle-là, quel est le modèle de Vivendi? Quel est le modèle on parle de Canal+, pas de Vivendi. C'est-à-dire, quelles sont les perspectives de Canal+, quelles sont les perspectives... Alors on rappelle juste un mot, oui. Canal+, se voit bloqué par l'autorité de la concurrence, le rapprochement avec beIN Sport, qui voulait le distribuer. Et donc, forcément, ça va laisser un Canal+ un peu affaibli. Oui, pendant ce temps-là, la stratégie dans les jeux, on la comprend mal, puisque Vivendi a la spécialité de vendre quelque chose et de réinvestir dans le secteur 2 ou 3 ans après. La même chose, Telecom Italia. Les télécoms, elles ont fait une grande partie de leur parcours boursier, on peut le dire aujourd'hui. On en reparlera dans la partie gestion, on ne va pas faire le match. La semaine dernière, je me souviens, vous étiez quand même plus bullish sur Vivendi. Oui, on y croyait encore. On regarde la performance globale donc comparée au CAC. Oui, on baisse un chouïa de moins qu'on fait le CAC. On fait le CAC, juste précision, cette performance, elle est de vendredi en clôture. Vendredi hier soir. Hier soir, c'est-à-dire à jeudi. Hier soir, elle ne prend pas en compte les vendredis, dont l'un était en forte hausse et l'autre en forte baisse, ce qui explique les 2%. 0,2%. Et les 0,2%, pas. D'un point de vue sectoriel, est-ce qu'il y a des choses notables? D'un point de vue sectoriel, on voit surtout où on est pénalisé, notamment sur le secteur des TMT. Donc là, notamment par la forte baisse de Vivendi qui a perdu 6%, donc on vient d'en parler. Et puis on a été surtout pénalisé notamment par Altran, donc où il se passe des choses actuellement sur Altran. Il y a des rumeurs comme quoi sorties de leur fonds phare d'investissement sur Altran, donc partenaire Apax, qui a 26% d'Altran. Donc voilà, donc ce qui a un peu... et puis les banques, un peu été... On a Tracker Bank, et donc les banques... oui, mais là, c'est là où on gagne de la performance, notamment, parce qu'on est moins exposé. Oui, parce qu'on en a moins, mais voilà. ça baisse moins, mais ça baisse quand même. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, sur le chapitre performance, on passe à la gestion. Chaque vendredi, interaction 12h30 sur Facebook en direct. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page de Décideur TV et de poser toutes vos questions donc dans la partie commentaires. Alors, les grands arbitrages de cette semaine, on va les découvrir tout de suite. Agnès, comme il était dit la semaine dernière, donc on a sorti Vinci. Et comme ça représentait quand même 3,80 de notre pondération, il fallait bien qu'on réalloue ces 3,80 dans le fond. Donc on a renforcé notre position sur Eni, qu'on avait acheté quelques jours auparavant. On a renforcé Imerys et on a renforcé Michelin. Donc il y a une vision notamment assez positive sur du long terme. Alors on revient sur le portefeuille. Pardon, je vous ai interrompu, il y avait encore une... Oui, on a sorti hier Air Liquide, c'était les Air Liquide, c'était une petite position, c'était nos Air Liquide Prime. Pourquoi on l'a sorti? Mais on avait surtout sorti depuis aux alentours de 102 Air Liquide, donc il y a quelques temps, et ça c'était les Air Liquide Prime
nos primes de fidélité. Donc, c'est vraiment une queue de ligne, comme on dit. Donc on a réussi à les sortir. Voilà. Alors, on revient sur les grandes variations de la semaine du portefeuille. La semaine dernière, on disait, on avait entendu les patrons de TF1, SFR, Vivendi. Vous étiez encore confiant dans le modèle Vivendi. J'ai l'impression qu'après cette semaine, le doute s'installe. Le doute s'est installé chez les investisseurs, c'est-à-dire que dans Vivendi, quel est le pari de Vivendi ? Le pari de Vivendi, c'est que Bolloré va faire des choses intelligentes avec Vivendi. La question qu'on nous posait déjà la semaine dernière, c'est est-ce que ces choses intelligentes, si elles passent par exemple par une fusion avec Havas, ça sera quelque chose au profit de l'actionnaire de Vivendi ou au profit d'autres actionnaires de la cascade Bolloré. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'effectivement, TF1 achète TMC, donc TF1 que nous trouvons trop cher, etc., et dans le bon sens, pendant que Canal+, ça patauge et que, encore une fois, Vivendi, c'est très bien d'investir dans les jeux électroniques, mais on ne comprend pas la cohérence. Donc il y a besoin que le patron nous parle. On se retrouve avec le problème à la case départ, une holding avec des métiers finalement pas si synergiques, parce que c'est ça le discours quand même. Oui, 15% de Telecom Italia. Alors les jeux, ça va avec la télévision et avec le téléphone. Il y a un point positif quand même, c'est Universal Music. Voilà, c'est là où on espère... Ce côté-là, on espère une croissance à 2 chiffres, mais pour l'instant, ils n'atteignent pas encore. Mais alors, boursièrement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas cher. On a plutôt une décote de holding. Oui, on a 2,6%. Qu'est-ce qu'on fait ? On les garde, parce qu'à 16 et quelques... On s'accroche à son papier Vivendi. Mais on en a vendu, il ne faut pas oublier qu'on en avait le double, et on en a vendu aux alentours de 22, 23 Vivendi. On s'était allégé là-dessus. Bon, voilà, Vivendi, on s'accroche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à commenter dans ce tableau cette semaine ? Air France KLM, la grève revient. Elle nous pénalise. C'est-à-dire des bons chiffres en mai. Des bons chiffres en mai pour Air France. Pour Transavia aussi. Oui, c'est la compagnie à bas coût. En revanche, moyen pour le fret. Alors ça, c'est peut-être que... voilà, des idées là-dessus. Posons la question complètement. Mais c'est la marge, le problème d'Air France. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche à Air France KLM qui souffre, qui dès que ça va mieux refait grève ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas sur Ryanair ou EasyJet ? On est un fonds européen. Allons sur le pure player. Elles sont plus chères. Elles sont déjà assez chères. Oui, mais ce qui est cher peut valoir encore plus. Non, mais Air France, c'est très compliqué. Il faut être C'est compliqué, mais on est en train... Pourquoi est-ce qu'on garde Air France ? On garde parce que d'une part, comme on voit le chiffre du trafic passager du mois de mai augmente. Tous les jours, enfin tous les mois, c'est un chiffre en forte progression. Ils sont en train de prendre des parts de marché, notamment sur la ligne Paris-New York. Mais par principe, le fait qu'ils fassent grève dès que ça va un peu mieux, ça ne vous choque pas pas moins que... Et ça ne va pas pénaliser, surtout parce qu'on s'en fout du point de vue moral, mais d'un point de vue financier, ça ne va pas pénaliser pas la grève, cette compagnie. C'est le fait de maintenir des pilotes surpayés par rapport aux autres. C'est ça le problème. Mais ce qui reste un problème chez Air France. Je suis entièrement d'accord pour ça. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ils ont tellement aussi fait des plans de restructuration et ils vont continuer à faire des plans de restructuration. Donc c'est un peu le changement de modèle qu'on est en train de jouer sur Air France. Et c'est la seule compagnie. Et puis c'est la France. Et puis la France, c'est le pays le plus dynamique du commerce mondial. Il faut quand même du tourisme mondial. Ça n'empêche pas d'autres compagnies aériennes d'en profiter. Et donc vous pensez que la direction va gagner Non, c'est le hub. C'est le hub de Le problème d'Air France, c'est-à-dire jusqu'à présent, attendez 30 secondes. Ils avaient des problèmes avec leur compagnie à bas coût, Transavia. Ils ont réussi à prendre des parts de marché. Donc c'est un pari gagnant. Donc il faut persévérer notamment sur cette compagnie. C'est vrai qu'on perd 16% sur la ligne depuis qu'on l'a initiée. On savait que c'était dangereux. On l'avait dit, il faut un parachute quand on fait de la force. Oui, mais le parachute, c'est Alexandre de Gignac qui l'a utilisé. Quand un patron saute de l'avion, c'est pas bon signe en général. Vous avez raison. Paul, vous voulez dire quelque chose ? À chaque fois qu'on parle d'Air France KLM, on revient systématiquement sur le fait que le potentiel de l'aéroport de Paris et le potentiel de celui d'Amsterdam est finalement la donnée de base du potentiel de création de valeur. Et c'est toujours la même question, est-ce qu'il vaut mieux prendre de l'ADP ou de l'Air France Paris Aéroport, ça s'appelle maintenant. Donc Agnès, on garde Air France, on ne touche pas, on s'accroche aussi. Air France, c'est pas le moment, c'est la même chose. Allez. Moi, Air France, comme vous savez, je doute un peu, mais c'est pas le moment. Autre dossier, Altran, donc on en parlait un petit peu. Oui, donc notamment sur les rumeurs d'une sortie éventuelle d'Apax Partners.
au capital. Ils sont rentrés quand même à un cours aux alentours de 5 €. Ces fonds-là soutiennent une société, c'est une période de 5 à 7 ans. Ils sont partenaires depuis une plus longue période. Donc, du coup, je pense qu'il faut regarder, il ne faut pas être sourd à ces rumeurs-là. Et je pense qu'on va alléger notre position sur Altran. Donc, on a 2%. Oui. On a de l'Alten, voilà. On a du Atos, c'est pas le secteur contraire. C'est un secteur dans lequel il faut être, mais après... Qu'est-ce qu'on fait? On va l'alléger. Oui, on va la couper en deux et peut-être on va réallouer soit sur Altos ou Alten parce qu'il faut rester sur ce secteur. Moi, j'aime bien Atos. Et comme on sait, j'aime bien Soprasteria, mais on en reparlera peut-être dans une autre émission. Voilà. Ce qui va bien cette semaine, l'énergie, GDF Suez, Total. Bon, ça, c'était un rebond. Ça va bien. C'était quand même les scénarios de Paul. On a quand même un dollar qui, malgré tout ce qui s'est passé cette semaine, mais évidemment, un pétrole, je veux dire, qui est au-dessus de 51 $, c'est une vraie stabilisation. Alors, ça ne dira peut-être pas, parce qu'on sera à 48 un de ces jours, mais c'est une vraie stabilisation. En tout cas, on est sorti de ce schéma qui nous avait fait si peur la dernière fois, c'est-à-dire en janvier-février, d'avoir un pétrole qui s'installe en dessous de 40 $ et vers même en dessous de 30. Bon, dans l'actualité, on a aussi le divorce Airbus-Dassault, qui n'est pas une vraie surprise. Pas une vraie surprise. Est-ce qu'il y a une opportunité pour l'un pour l'autre? C'est la fin, maintenant ça veut dire que Dassault est à son prix, parce que je ne vois pas que Airbus fasse un gros cadeau au marché, quoi. Il passe un bloc, mais ça veut dire que l'histoire de ce bloc est une histoire extraordinaire, puisque c'est un bloc qui est notamment issu du cadeau que Marcel Dassault a fait à l'État français au moment de la nationalisation de 82 pour échapper lui-même à la nationalisation. Donc c'est une saga extraordinaire. Airbus, en revanche, ça va plutôt mieux. Airbus, on a l'impression que beaucoup des mauvaises nouvelles sont derrière la tête plutôt que devant. Vous n'avez pas ce sentiment? On l'a sorti, on l'a très bien sorti. Donc il y a l'effet dollar quand même, Airbus, où c'est pas mal impacté. Je pense que c'est pas assez pricé, notamment dans les comptes d'Airbus. Et puis, on est resté sur du Safran pour l'instant. On commence à avoir des relèvements d'années financiers sur Airbus. Le sentiment change petit à petit sur la valeur. Quoi d'autre cette semaine? Qu'est-ce qui a retenu votre... Le marché auto, le fameux top 5 qui fait 9,5 en mai, qui confirme un objectif 4, 5, 6% sur l'année. C'est colossal en Europe, c'est colossal. Donc, est-ce qu'on ne profite pas à contre-courant d'un effet pétrole aussi un effet taux d'intérêt aussi. Et puis un effet consommation. Mais ils offrent des voitures à taux zéro. Oui. Donc, acheter une voiture à taux zéro. Donc, surtout, mais du coup, c'est vrai que la consommation automobile est en forte hausse en Europe, mais les cours ne remontent pas. Pour le moment, les cours ne remontent pas. Là, en plus, on a des pressions. Pour les Françaises, on a une pression sur Renault avec la sortie du fameux bloc que M. Macron avait acheté proposé à l'Assemblée générale, et avec du côté de Peugeot également une sortie éventuelle du bloc de l'État, avec une famille Peugeot qui n'est pas prête à surpayer, même s'ils y sont très attachés, que c'est leur banque, si vous voulez. Nous, on joue plutôt les équipementiers dans l'automobile. Oui. On a en effet, qu'est-ce qu'on a de Michelin. On n'a pas du Forcia, on en a parlé, Forcia. On en a parlé pour dire que mais on aura l'occasion d'en parler dans la semaine qui viennent. Forcia et Plasticonium sont deux équipementiers qui sont un peu en décote. Et par rapport. C'est pas le moment alors, puisque l'automobile va mieux de Parce que c'est que les équipements, on le voit avec le pétrole, c'est que cette semaine, les parapétrolières montent au moment où le pétrole finalement se stabilise. Donc sur l'automobile, on a aussi le temps. C'est pas. On a le temps. On laisse le temps au temps. On a le temps. Alors, c'est rien. Mais dans l'émission, on n'a pas le temps. On enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur vos tablettes? Il y a les Chinois. Les Chinois sont à Paris. Les Chinois parlent d'accord. Les Chinois parlent d'aéroport de Paris et parlent de la Compagnie des Alpes. Ça fait beaucoup. Oui, puis il y en a une autre, notamment sur le Wildcard, qui a fortement monté cette semaine. Ça, on en a. Donc, elle a pris 7% cette semaine. Chinois aussi. Oui, il y a des rumeurs aux Chinois. Grâce ou à cause, comme vous voulez. Donc, la Chine ne va pas extraordinaire. On connaît sa crise de croissance, sa réduction de sa croissance, son changement de modèle. Mais la Chine a des réserves de change qui sont considérables et donc il doit bien avoir quelqu'un de riche qui est capable de mettre un chip, que ce soit sur Accor, la Compagnie des Alpes. Arrêtons-nous un instant sur cette stratégie chinoise, en effet, qui est d'acheter des compagnies aériennes, des hôtels, et en fait de garder en circuit clos ces millions de touristes, 120 millions je crois cette année,
qui sortent de leurs frontières. C'est assez malin finalement de recycler son propre potentiel touristique. Les Japonais ont fait ça dans les années 80 et puis un jour ils ont vendu. La question, c'est toujours la question un peu cocardière. Ça n'a pas posé de problème quand ils ont racheté Louvre-Hôtel Group. C'était le même actionnaire, Xinjiang. Maintenant, ni le club Méditerranée, parce que personne n'a jamais gagné d'argent avec le club. Accor, ça fait un peu plus tousser, non? Ah oui. Non, ce qui est vrai, Accor c'est une chose, la Compagnie des Alpes c'est quelque chose qui est soutenu par les fonds publics depuis le début. Il y a la Caisse des dépôts. La fusion de toutes les remontées mécaniques, le parc Astérix ne va pas être jaune. C'est totalement inimaginable. Pourquoi pas dans un monde financier mondialisé? Ça, c'est si on était anglais, on dirait ça. On dirait peu importe qu'il y a un anglais à Wimbledon, il n'y en a jamais un qui a gagné depuis Fred Perry. Il y a un écossais, mais il n'y a pas eu d'anglais. Mais c'est pas grave, ça se passe chez nous. C'est pas le système français. Lafarge est bien parti, Alcatel est bien parti. Le tourisme, quand même, l'État joue un rôle. On voit les problèmes qu'a posé la prise par Dubaï de l'équivalent de l'aéroport de Paris à Londres, de British Authority, Airport Authority. C'est quelque chose d'important. Et par ailleurs, il faut se méfier de la clientèle chinoise. Tous les gens qui font du commerce, de loisirs, vous disent la clientèle chinoise, elle chasse les autres. Justement, le club Méditerranée, ils ont des clubs où il n'y a que des Chinois, parce qu'ils ne se nourrissent pas comme nous, parce que, etc. La clientèle, et donc il faut faire très attention à ça. Ouais. Paul, d'un point de vue macro, qu'est-ce qu'il y a comme tendance pour moi, la partie la plus intéressante, c'est le fait qu'ils soient présents dans des entreprises de pointe qui pourraient paraître très loin de leur épicentre et qui s'intéressent à des entreprises comme Wirecard. C'est-à-dire qu'en fait, on y voit bien que la Chine est en train de passer de la quantité à la qualité. La Seiko Quartz est en train de devenir quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué et on voit bien ce que font les Japonais dans les robots. Je crois que c'est ça ce qui est le plus intéressant. Mais ça donne comme une idée de la sous-évaluation à la fois des affaires de tourisme et à la fois les affaires technologiques qu'il y a en Europe. Aux États-Unis, ils ne peuvent pas y aller, c'est déjà horriblement cher. Et donc, en Europe, sur les technos, on peut investir. On n'est pas dans une émission politique, on est dans une émission financière. Comment est-ce qu'on peut profiter des investisseurs chinois et jouer justement leur montée dans certains secteurs? Il faut prendre les secteurs, il faut prendre plusieurs le tourisme, mises dans les secteurs. Jouer Accor, là, qui va peut-être être au cœur d'une bataille, c'est pas une bonne stratégie. Il n'y aura pas de bataille. Je pense pas, oui. Il n'y aura pas de bataille. C'est pas le club Méditerranée. L'État est en train de s'en mêler. Le club Méditerranée, personne n'en voulait. Ils ont trouvé un Italien pour faire le chevalier blanc, mais faire le lièvre. Non, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ça va faire un actionnariat stable. S'ils ont 15% d'aéroports de Paris, des Alpes ou d'Accor, ça fait un actionnariat avec qui compte, avec qui il faut parler, mais qui n'a pas les mêmes objectifs de création de valeur peut-être qu'un actionnaire normal. Et comment est-ce qu'on déniche le prochain Je pense que Wirecard était un exemple, finalement. C'est des noms qui ne sont pas nécessairement très très connus, mais ce sont des pépites et finalement ils savent très bien les chercher. La Chine s'intéresse aux pépites, comme tout le monde. Un dernier mot, encore une idée, Hubert, ou quelque chose à mettre sur le radar? Alors sur le radar, je voulais proposer à Agnès de regarder Casino. Alors pourquoi Casino? Casino, il y a encore 6 mois, ou il y a à peu près 6 mois, il y avait des scénarios quasiment de faillite. De faillite de Rallye, la holding de Jean-Charles Naouri, de Casino. Casino est en plein re-rating, c'est-à-dire qu'on est en train de considérer que c'est comme une société normale. La moitié de la dette a été amortie par la vente d'actifs en Asie. Il y a d'ailleurs eu une opération de rachat cette semaine d'une partie de la dette. Voilà, il rachète de la dette, il rachète lui-même de la dette. Ils ont racheté les minoritaires de Monoprix et ils ont mis fin à une espèce de saga juridique pour Leader Price avec la famille Beau qui était la fondatrice. Donc ça change. Cette affaire-là, elle a de mon point de vue, mais Agnès a peut-être un autre point de vue, j'ai une décote par rapport aux autres, de 20%, mettons, entre 15 et 30%, on va dire, et j'ai un varan, c'est le Brésil, sur lequel les activités numériques ont été restructurées, et sur lequel on y voit quelque chose, donc c'est... Sur Bolloré, on a peut-être tort de faire confiance à Bolloré, mais quand Naouri se réveille, il se passe quelque chose. La parole est à la défense. Non, mais je suis d'accord. Casino vient de passer une année terrible, notamment l'année 2015. Donc on a eu un chiffre, notamment le chiffre final a été conforme aux dernières indications du groupe. Moi j'ai beaucoup de doutes, notamment sur la capacité du groupe
à convaincre sur le redressement de sa rentabilité. En France. En France. Le problème, il est en France, quoi, le problème. Exactement. Il est bien sûr au Brésil, mais le Brésil, c'est un varan. Mais le Brésil aussi, pour moi, le Brésil, leur filiale, les résultats sont très mauvais. Donc, sur sa filiale, pour Nova au Brésil, donc les ventes sont en chute libre. Donc, pour l'instant... Oui, mais c'était pour ça, c'était l'origine de la chute. Hein, donc voilà, en France, il n'y a que Leader Price qui marche, hein, donc actuellement, et là-dessus, et puis surtout, l'endettement de sa holding de Rallye. Donc pour l'instant, c'est toujours une épée Damoclès sur le titre. Et deuxièmement, alors question sur le marché. Donc pour moi, il y a toujours ce manque de visibilité. Les objectifs en France nous paraissent très ambitieux de la part du groupe Casino actuellement. Oui, mais pour l'instant. Ils ont des marges. Hein. Ils ont des marges, mais c'est-à-dire... Mais là, il y a eu une remontée des cours, et je pense que c'est un réajustement aussi de la monnaie, du cours Casino a remonté. On est 30% au-dessus de ce que ça valait il y a un an. Elle a perdu 45% l'année dernière. Ce qui n'est pas le Carrefour, ce qui n'est pas le cas de Métro, etc. Donc, il faut pas... mais moi, je pense que la remontée des cours est due notamment à la stabilité, à la remontée du réal, notamment, à une remontée et puis la dette, aussi. ce que disait... Oui, qu'ils arrivent même à rembourser des dettes, ça paraissait inimaginable. La règle du jeu, Hubert propose, Agnès dispose. Comme toujours. Comment est-ce qu'on conclut cette affaire ? Je préfère garder Carrefour pour l'instant. On garde Carrefour et on ne met pas Casino dans le caddie ? Non, pas pour l'instant. Je pense que la remontée des cours, la remontée de 20% que Casino vient de faire, je pense qu'il y a des stocks à la vente, ça a été des rachats de short, très spéculatifs. Gardons un peu plus de recul sur les perspectives de Casino. Voilà, c'est tranché. Hubert qui a de la suite dans les idées nous proposera ce plat bientôt, j'en suis sûr. On va le suivre. Merci à tous les trois, merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle ce rendez-vous chaque semaine, 12h30, interaction en direct sur Facebook, sur la page Décideur TV. Rejoignez-nous, posez-nous vos questions avant, pendant, après. Et on en reparlera bien sûr en direct. Merci à tous, bonne semaine. Au revoir.